Okay, bonjour tout le monde. Hi everyone. So this presentation will be in French, but the PowerPoint is in English so that you can follow. Alors, je vais continuer en français notre présentation. Je vais commencer par nous présenter. Alors, moi, c'est Sophie. Je suis l'officière nationale de la santé mondiale pour IFMSA Québec. Puis, je vais faire la présentation avec mes collègues Maria, la présidente d'IFMSA Québec, et Aline, la responsable du développement durable d'IFMSA Québec aussi. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est une présentation sur le rôle des étudiants dans la relève environnementale. Puis, on va vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut agir en tant qu'étudiant pour la santé planétaire. Donc, je nous ai déjà présenté. Donc, on va commencer sur une petite citation de Lancet qui décrète que les changements climatiques sont la plus grosse menace à la santé du 21e siècle. Donc, effectivement, c'est quelque chose dont on doit vraiment se soucier en tant que futur professionnel de la santé. Donc, c'est pour ça que nous, on veut vraiment vous montrer comment vous engager pour contrer les changements climatiques. Donc, on va pouvoir changer. Je vais vous montrer un peu le plan de notre présentation. Je vais commencer par faire une petite introduction en faisant le lien entre la santé et les changements climatiques. Ensuite, Aline va vous montrer un peu les initiatives qu'on a avec IFMSA Québec pour ce qui est de la santé planétaire. Puis, Maria va vous montrer des trucs de comment les étudiants peuvent s'impliquer en santé planétaire. Puis, ensuite, on va finir en vous donnant quelques petites ressources par rapport à ça. Alors, si je commence avec ma petite introduction, je vais vous montrer un peu le lien entre les changements climatiques et différents aspects de la santé de la personne. Donc, tout d'abord, je vais faire le lien entre les changements climatiques et la santé pulmonaire. Avec les études à travers les années, on a vraiment pu démontrer un lien évident entre de l'impact des changements climatiques sur les maladies pulmonaires. Une des premières choses qu'on peut penser, c'est vraiment le lien entre la pollution de l'air et le cancer du poumon, évidemment. Pour vous donner un chiffre concret, sur 260 000 cas incidents de cancer du poumon chez les femmes chinoises, on peut dire que la majorité sont attribuables à la pollution de l'air, ce qui est quand même très considérable. Ensuite, ce qu'on a pu constater avec des études, c'est que l'ozone troposphérique, donc l'ozone qui est un gaz au niveau du sol qui est créé par exemple, les voitures ou les industries. Ça va vraiment avoir un effet d'empirer les maladies pulmonaires. On peut aussi dire que les matières particulières vont augmenter le risque d'embolie pulmonaire, donc de caillots dans les vaisseaux sanguins des poumons. Ensuite, on peut penser aussi que les symptômes d'asthme et d'allergie sont exacerbés par tout ce qui a trait au changement climatique. Puis, une chose aussi qui est intéressante, c'est que pour ce qui a trait aux catastrophes naturelles, là, par exemple, des inondations qui vont amener des gens à peut-être vivre dans des maisons qui ont été inondées, qui vont respirer ensuite de l'air. On parle de pollution intérieure à cause de tout ce qui est les moisissures puis de l'infiltration de l'eau, ce qui est extrêmement mauvais là, pour la santé des poumons. Ensuite, je vais faire le lien entre les changements climatiques puis la santé cardiovasculaire. On a démontré que les températures extrêmes vont augmenter le nombre d'admissions à l'hôpital pour les maladies cardiovasculaires, par exemple les infarctus puis les arythmies. Puis aussi, en fait, on peut faire une corrélation entre le nombre de jours d'extrême chaleur dans une année, puis le nombre de décès par maladie cardiovasculaire qui augmente avec le nombre de jours chauds dans une année. On peut faire un lien entre l'air qu'on respire, donc la pollution de l'air, puis les maladies cardiovasculaires. Donc, l'ozone troposphérique dont je vous ai parlé tantôt va aussi, en plus de causer des maladies pulmonaires, va augmenter la prévalence des crises cardiaques. Aussi, une grosse concentration de de particules, de concentration de matières particulières dans l'air qu'on respire
bien, ça va augmenter la qualité et la quantité de ces particules-là qui vont s'infiltrer dans notre sang. Puis, tout ça, ça va aller augmenter l'inflammation systémique, ça va aller diminuer la fonction du cœur, augmenter les chances de thrombose veineuse, puis de dysfonction des vaisseaux sanguins. Puis, les particules ultra fines, ils ont même un effet délétère pour tout ce qui est de l'athérosclérose là, au niveau des vaisseaux coronaires. Par la suite, un concept qui est un peu moins connu, c'est vraiment l'effet des changements climatiques sur la santé mentale. Donc, un concept dont on parle de plus en plus, c'est l'éco-anxiété. Donc, l'éco-anxiété, c'est vraiment, ça réfère à la peur des dommages environnementaux ou de désastres écologiques. C'est un sentiment d'anxiété qui est extrêmement basé sur le futur auquel on peut s'attendre en raison des changements climatiques qui sont causés par l'activité humaine. Donc, vraiment, les changements climatiques peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale, puis peuvent causer des symptômes comme le choc post-traumatique, l'anxiété, la dépression, l'abus de substances, les agressions, les sentiments de perte d'autonomie, de contrôle, des sentiments vraiment de désespoir, de fatalisme, puis de peur. Donc, c'est quand même très considérable. Puis, cette éco-anxiété-là peut être liée autant aux effets immédiats que graduel des changements climatiques. Donc, on peut penser aux dommages dans les communautés, la perte de nourriture, par exemple, causée par des sécheresses qui vont aller diminuer les récoltes agricoles dont certaines communautés dépendent, la réduction de matériel médical, la sécurité. Puis, pour ce qui est des effets plus graduels, là, on pense à, par exemple, l'augmentation du niveau de la mer, puis les changements dans les températures qui vont aller vraiment impacter particulièrement certaines communautés. Puis tout ça ensemble, ça va aller créer ce qu'on appelle de l'éco-anxiété. Ensuite, un autre concept qui est peut-être un peu moins connu, mais que je trouve que les professionnels de la santé doivent vraiment prendre en considération, c'est le racisme environnemental. Donc, le racisme environnemental, en fait, ce que c'est le fait que toutes les règles institutionnelles, régulations politiques ou les décisions des gouvernements ou des entreprises par rapport à tout ce qui est polluant là, pour l'environnement va vraiment délibérément viser certaines communautés marginalisées. Donc, par exemple, pour illustrer ça, je vous ai mis ici une carte de la Nouvelle-Écosse. Puis si on met sur la carte tout ce qui est les industries toxiques, les dépotoirs, par exemple, puis sur la même carte, on rajoute les communautés marginalisées comme les communautés noires, les communautés autochtones, mais on peut voir vraiment une corrélation entre ces deux éléments-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que les communautés marginalisées sont particulièrement visées par des choses qui détruisent notre environnement. Puis ça a vraiment un effet direct sur la santé de ces populations-là, autant leur santé physique, leur santé mentale, puis aussi ça va aller menacer leur culture puis leurs environnements naturels à ces populations-là. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on doit être au courant en tant que futur professionnel de la santé. Parce que c'est quelque chose qui menace directement notre population, puis qui se passe vraiment au Canada et partout ailleurs dans le monde. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite fortement à aller regarder le documentaire There's Something in the Water, qui est disponible sur Netflix. Là, c'est vraiment, vraiment intéressant si ça vous intéresse. Finalement, je vais passer au lien entre les changements climatiques puis les maladies infectieuses. Donc, encore une fois, il y a plusieurs études qui nous montrent un lien évident entre les conditions climatiques, puis la distribution et la prévalence des maladies infectieuses. Donc, tout ce qui est la température, l'humidité, les événements extrêmes de température, puis la façon dont on va disposer de nos eaux usées, c'est toutes des choses qui vont aller affecter la distribution
puis la propagation des maladies infectieuses en agissant sur la survie des agents pathogènes, de leurs vecteurs, puis de la contamination de l'eau que l'on consomme, puis qu'on utilise, puis aussi l'abondance des réservoirs, par exemple, pour les zoonoses. Un fait intéressant, c'est qu'il a été démontré qu'une température augmentée de 2 à 3 degrés va augmenter le nombre de personnes atteintes par la malaria de plusieurs centaines de millions de personnes, ce qui est quand même très considérable. De la manière que ça nous atteint, ça, au Canada, c'est qu'on observe vraiment une migration des maladies infectieuses du sud vers le nord. Donc, par exemple, il y a des maladies des États-Unis qui migrent de plus en plus vers le Canada. Donc, par exemple, on peut penser à la maladie de Lyme, qui est de plus en plus présente au Canada à cause de la présence de tiques. Puis aussi, bien sûr, à cause de la mondialisation, on va avoir de plus en plus de transport de maladies infectieuses via le transport aérien ou le transport par bateau, par exemple. Aussi, il a été montré qu'il va y avoir une réémergence de maladies qui étaient endémiques au Canada dans le passé, puis qui vont revenir là, à cause des changements climatiques. Puis tout ça, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais moi, il y a une pandémie mondiale qui me dérange beaucoup ces temps-ci, la COVID-19. Puis on peut penser que la COVID-19, ce n'est pas la dernière pandémie mondiale qui va arriver. En fait, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Donc, c'est une chose qui va arriver de plus en plus fréquemment, là, d'avoir des pandémies, des maladies infectieuses qui sont de plus en plus prévalentes. Puis tout ça à cause de la manière dont on exploite notre terre. Donc, une raison de plus là, de s'impliquer pour arrêter les changements climatiques. Alors voilà, c'est tout pour ma petite introduction, puis je vais passer la parole à Aline. J'étais sur mute. Alors maintenant, moi, je vais vous parler des initiatives qu'on a à IFMSA Québec. Donc, premièrement, pour la première année, là, c'est vraiment la toute première édition, on a une task force sur la santé planétaire. J'ai décidé de séparer pourquoi on a créé cette task force-là en 3 grands objectifs. Bien, premièrement, il y a une urgence à agir. Donc, comme Sophie a dit au début de la présentation, les changements climatiques ont été nommés la plus grande, en fait, menace à la santé du 21e siècle. Puis, c'est justement pourquoi, en tant que futur professionnel de la santé, en tant qu'étudiant en médecine, c'est vraiment important que nous, on se penche sur ces enjeux-là des changements climatiques et qu'on s'investisse à ce sujet-là. Deuxièmement, on a voulu unir les efforts qu'on met au sein d'IFMSA Québec en ce qui concerne la santé planétaire, parce qu'en effet, les changements climatiques, c'est une des priorités d'IFMSA Québec depuis plusieurs années, ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup de beaux projets, de belles initiatives qui existent sur la santé planétaire. On est vraiment fiers de ça, mais ça faisait en sorte que ces efforts-là, des fois, étaient dédoublés, puis il y avait un manque de coordination. Donc, avec la task force, on espère vraiment là, mettre nos efforts unis tous ensemble. Puis finalement, on a vraiment envie d'avoir un plus grand impact au niveau de la santé planétaire. Là. On a envie d'aller toucher beaucoup de monde. Si on travaille tous ensemble, on va pouvoir travailler sur des plus gros projets, donc avoir un plus grand impact, avoir une plus grande présence au sein des médias. Donc, dans le fond, la Task Force, c'est vraiment la première édition, elle va être composée de 10 membres. Puis pour résumer pourquoi ça a été créé, c'est parce qu'il y a une urgence à agir sur les changements climatiques. On veut que nos efforts soient unis, puis on veut avoir un grand impact. Donc, maintenant, je vais vous présenter les objectifs de la Task Force. Donc, dans le fond, on veut inclure les changements climatiques au sein du curriculum médical. On veut aussi travailler sur le verdissement des hôpitaux. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer un projet qui vient d'être approuvé par IFMSA Québec, c'est tout récemment. C'est le Project Green Healthcare qui existe déjà, en fait, au Canada. C'est un super projet. Donc, dans le fond, c'est des étudiants en médecine qui doivent proposer un projet sur comment verdir les hôpitaux. Par la suite, si leur projet est sélectionné, et il y a beaucoup de critères, mais s'il est sélectionné, dans le fond, il va avoir un mentor qui va les suivre pendant 1 an, puis ils vont recevoir des fonds pour pouvoir mettre en place leur projet sur le verdissement des hôpitaux. Donc, c'est un super projet tout nouveau, tout excitant. Donc, on a vraiment hâte que ça commence. Pour revenir sur les objectifs de la Task Force, un de nos objectifs, c'est qu'on veut faire des campagnes en ligne et des webinaires sur la santé planétaire.
On veut aussi que les événements d'IFMSA soient éco-responsables. D'ailleurs, on a créé un guide à ce sujet que je vais vous présenter dans pas trop longtemps. On veut aussi collaborer avec HEART, donc HEART qui est la branche de santé planétaire de CIFMS, qui est IFMSA Canada. On veut aussi faire des activités sur les campus en lien avec la santé planétaire. Donc, justement, avec la Task Force, on va avoir beaucoup de personnes sur tous les campus, donc des personnes qui vont pouvoir nous aider à faire des activités locales qui sont peut-être plus propres à un campus ou à un autre. On veut aussi collaborer avec l'AQME, donc l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, et La planète s'invite en santé et Synergie santé-environnement. On veut aussi avoir un impact à l'international. On veut aussi avoir une plus grande présence dans les médias. Et finalement, on veut aussi mettre le compost sur toutes les universités qui n'en ont pas encore. Donc ça, c'est pour la Task Force, une toute première édition dont on est super fiers. D'ailleurs, ça vient juste d'être approuvé par IFMSA Québec, donc on est bien excités que tout ça commence. Un autre projet qui me tient vraiment à cœur, puisque j'y ai participé, j'ai été coordonnatrice de ce projet, c'est Ma planète, ma santé. Donc, qu'est-ce que c'est ce projet-là? Dans le fond, c'est des présentations interactives à propos de l'environnement et de la santé. C'est sous forme de 3 présentations, 1 heure chaque, par classe, qui sont sur divers thèmes, dont l'air, les ressources d'eau et la nourriture. Puis dans ces présentations-là, on va parler des enjeux reliés à ces thèmes-là et comment ces thèmes-là influencent notre santé. Ça touche qui, dans le fond, c'est pour les élèves de la 4e à la 6e année du primaire et c'est de l'éducation par les pairs. Donc, c'est les étudiants en médecine qui vont présenter dans ces classes-là en équipe de 2. Et pourquoi ce projet-là a été créé, dans le fond, c'est pour éduquer les jeunes à propos de l'importance de la santé planétaire. Donc, c'est vraiment pour venir sensibiliser les jeunes, les conscientiser, leur apprendre c'est quoi ça, la santé planétaire. Donc, comment ça a un lien avec les changements climatiques? Bien, premièrement, dans la présentation sur l'air, on parle des gaz à effet de serre et des causes et des répercussions des changements climatiques. Dans la présentation sur la nourriture, on va parler de comment les changements climatiques vont venir impacter les fermiers et comment ça impacte les ressources alimentaires. Puis, on va aussi discuter avec les jeunes des impacts de leur choix. Donc, on va venir parler de véganisme, végétarisme. On va leur parler du gaspillage alimentaire, que pas tout le monde a accès aux mêmes ressources de nourriture, que c'est important de faire des bons choix pour l'environnement et pour les autres. Donc, vraiment, on veut que les jeunes ressortent de ces présentations-là puis qu'ils savent que leur choix, même si c'est juste un individu, mais que leurs choix ont un impact. Donc, on veut venir les conscientiser à ce sujet-là. Et finalement, dans les présentations, on parle de problèmes, puis à la fin des présentations, on leur demande c'est quoi les solutions auxquelles ils peuvent penser pour venir régler ces problèmes-là, des solutions qu'ils peuvent eux-mêmes mettre dans leur quotidien. Quand on leur demande de parler, là, ils sont tous excités, ils viennent vraiment avec toutes sortes d'idées de solutions, là, vous seriez vraiment étonnés. C'est vraiment beau à voir comment les jeunes s'impliquent. Puis, dans les rencontres subséquentes, on leur demande s'ils ont réussi à mettre ces solutions en place dans leur quotidien. Puis, ils sont tous fiers de les mettre en place. Donc, dans le fond, ces présentations-là, on va venir leur présenter du contenu. Puis, à la fin, ça finit toujours avec des activités interactives, donc des jeux. Si je peux faire un petit pitch, dans le fond, les enfants, ils adorent ça. On a formé beaucoup de présentateurs. On est allé chercher énormément de classes. On a touché beaucoup d'enfants. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur à IFMSA Québec, dont on est fiers. Donc, je vous encourage fortement, là, si vous voulez l'instaurer vous aussi. C'est un très beau projet, bien apprécié ici au Québec. Maintenant, je vais vous montrer le guide pour les événements éco-responsables qu'on a créé pour IFMSA Québec et qu'on veut continuellement mettre à jour. Donc, dans le fond, ça, c'est notre guide, planifier un événement éco-responsable pour les nuls. Donc, dans le fond, dans ce guide-là, on va parler du transport. Donc, faire le covoiturage, prendre le transport en commun, etc. On va aussi parler de l'alimentation. Dans les événements d'IFMSA, c'est toujours des repas végés ou véganes. On dit au monde d'amener leur pot. On fait attention au gaspillage alimentaire. On fait du compost aussi. Pour l'électricité, on essaye de prendre des salles avec de la lumière naturelle. On essaye vraiment de réduire notre consommation d'électricité. On va aussi faire le contrôle du gaspillage, donc bien estimer la quantité de matériel et de nourriture nécessaires, offrir les surplus à des organismes locaux, etc. Pour l'hébergement des participants et la localisation, on essaie que ce soit le plus proche possible de l'événement pour pouvoir prendre le transport en commun. Pour les matériaux utilisés, on essaye vraiment de réduire les objets promotionnels. On veut limiter l'usage du plastique. Si on a des objets promotionnels, utiliser des matériaux éco-responsables.
On veut aussi sensibiliser les participants. Ça, je trouve que c'est un point super important. On veut dire au monde qu'ils ont besoin d'être fiers de participer à un événement éco-responsable. On veut les sensibiliser que lorsque eux, ils rentrent chez eux et qu'ils vont faire des projets, qu'eux aussi fassent des projets éco-responsables. Donc, on veut vraiment les sensibiliser à être éco-responsables. Un autre point qui devrait attirer votre attention, c'est le crédit de compensation carbone qu'on fait pour nos événements à IFMSA Québec, mais que je vous encourage fortement à faire même dans la vie de tous les jours. Donc, je vais vous montrer une ressource que moi, j'aime particulièrement, qui est Planétaire. Donc, dans le fond, ici, vous allez sur compenser vos crédits carbone, puis je vais vous montrer à quel point ça coûte pas cher compenser ces crédits carbone. Donc, admettons qu'on prend l'avion, puis qu'on parle de Pierre-Éliott Trudeau à Montréal, puis qu'on s'en va à Paris-Charles de Gaulle, quand la COVID nous le permettra, et qu'on fait calculer, bien, dans le fond, ça va venir vous montrer que pour faire Montréal-Paris, un aller-retour, c'est seulement 42,53 $ à payer pour venir compenser, faire votre compensation carbone. Puis, ensuite, vous remplissez ces informations-là et ça va vous mener sur une autre page sur comment vous pouvez investir cet argent-là. Donc, comment vous pouvez compenser, faire votre compensation carbone. Donc, il y a tout plein de projets super intéressants. Donc, pour ce qui est de la compensation carbone, il y a vraiment plein de sites qui existent. Vous pouvez aller sur Internet, mais c'est quelque chose que je vous encourage à mettre dans votre quotidien et pour vos événements. Il y a aussi la liste de traiteurs éco-responsables par région. Il y a les organismes par région acceptant les dons de nourriture. Et finalement, il y a les listes d'hébergement éco-responsables. Donc, dans le fond, ça, c'est notre guide comment adopter un événement éco-responsable dont on est super fiers. Un autre projet que j'adore et qui est vraiment adoré par les étudiants en médecine au Québec, c'est le Défi vert. Le Défi vert, en fait, c'est une compétition amicale entre les facultés de médecine au Québec. Le but, dans le fond, pour savoir qui gagne, c'est d'avoir le plus de points possible. Comment on fait pour avoir ces points-là? Dans le fond, c'est en remplissant les défis verts. Donc, dans le fond, tu remplis un défi, tu prends ton défi en photo et tu le postes sur la page de l'événement pour prouver que tu as bel et bien fait ce défi. Et c'est étalé sur une semaine. Donc ici, je vais vous montrer quelques défis qu'on a. Dans le fond, acheter local, planter un arbre ou un arbuste, cuisiner zéro déchet, cuisiner végé, vegan, donner du linge, acheter en friperie. Vous pouvez les voir, là, dans le fond, on a 20 défis. C'est vraiment, le défi vert, il est vraiment apprécié par les étudiants en médecine. La participation, c'est fou, je suis étonnée à chaque année. Puis, il y a 3 raisons, en fait, pourquoi j'adore ce défi-là. Bien, premièrement, ça fait en sorte que les personnes qui sont déjà éco-responsables, bien, ils sentent qu'ils ont du soutien, qu'ils ne font pas ça pour rien, qu'il y a d'autres mondes qui sont éco-responsables, puis que tous ensemble, bien, on peut vraiment arriver à un but. Pour les personnes qui ne sont pas encore éco-responsables, bien, ça leur donne plein d'idées de ce qu'ils peuvent faire dans leur quotidien. Ça les met au défi, ça les introduit à un mode de vie éco-responsable / zéro déchet. Puis finalement, il y a un objectif, un des défis que j'aime particulièrement, c'est que sur la page de l'événement, on peut partager des ressources éco-responsables. Donc, que ce soit des conférences, des recettes de savon à faire chez nous, zéro déchet. Bref, il y a beaucoup de ressources qu'on peut partager, ce qui fait en sorte qu'avec ce défi-là, on en apprend beaucoup. Moi, j'ai trouvé plein de choses super intéressantes. Donc, c'est vraiment un défi très apprécié pour IFMSA Québec. Ensuite, maintenant, comme vous avez vu, il y a énormément d'impact sur la santé et l'environnement. Donc, comment nous, en tant que professionnels de la santé, en fait, futurs professionnels, on peut, en fait, prévenir toutes ces maladies-là qu'on a pu voir en début, en introduction. Parce que, comme on le dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, maintenant, on peut passer à la prochaine. Donc, j'ai essayé de le résumer en 4 petites étapes. Donc, d'abord, comme tout impact qu'on veut avoir, il faut s'informer. Mais il faut bien s'informer. Il faut assister à des conférences, faire des formations, essayer d'éviter les forums. Ça, on ne le dit pas assez souvent, mais essayer de trouver de l'information juste dans des travaux de recherche, dans des journaux sur l'environnement, sur la santé. Puis, en même temps, de collaborer avec des professionnels qui, eux, sont des experts. Il y a des experts un peu partout au Canada. Surtout, je pense à CAPE. Donc, il y a énormément de médecins, de professionnels de la santé de diverses professions qui ont une connaissance spécifique à une thématique qui est en lien avec l'environnement. Donc, ça peut être des personnes ressources pour pouvoir s'informer sur divers sujets et leur lien avec l'environnement. Sinon, ensuite, il faut planifier. Il y a plusieurs activités qu'Aline, elle a présentées. Il faut vraiment trouver qu'est-ce que
vous, c'est quoi vos priorités? C'est quoi les projets que vous avez en tête et c'est quoi un peu le sujet que vous voulez toucher? Parce que comme l'impact de l'environnement sur la santé est très large, mais il faut vraiment parfois prioriser. C'est quoi que vous voulez, avec votre activité, viser? Donc, par exemple, vous, la santé, en fait, pneumologie vous intéresse énormément, donc l'impact de la pollution de l'air, c'est une priorité pour vous. Donc, essayez de prendre cette priorité-là, travailler avec un groupe de travail parce qu'il ne faut pas le faire tout seul. Donc, il faut tous s'unir pour arriver à un même but ensemble. Donc, vous travaillez sur peut-être la pollution de l'air, mais votre collègue qui est plus intéressé par la cardiologie, bien lui, il va s'attaquer aux maladies cardiovasculaires. Et ainsi, après, toutes les réunir ensemble pour avoir un gros impact. Donc, ensuite, c'est sûr, il ne faut pas le faire tout seul. Donc, il y a tous les stakeholders, il y a énormément de personnes ressources pour vous, que ce soit KIP, que ce soit Synergie, Santé, Environnement. Ça, je parle pour le Canada et le Québec surtout, mais avec une petite recherche, on peut tous trouver c'est quoi les stakeholders de votre pays spécifiquement. Et finalement, advocate, donc plaidoyer, que ce soit vous écrivez des policy papers pour demander une action au gouvernement, aux professionnels de la santé, à vos universités qui donnent la formation aux étudiants. Puis en même temps, bien sûr, il y a tout le côté de press release. Les médias ont un grand impact pour sensibiliser la population. Donc, il ne faut pas hésiter d'aller écrire dans les journaux. Il y a tout le temps des sections chroniques que la population peut envoyer des articles. Donc, je vous invite fortement à le faire. Donc, on peut passer au prochain. Sinon, ça, c'est un peu le résumé des 4 étapes, mais un petit peu plus en détail. Donc, c'est sûr qu'il y a tout le côté que quand on fait des webinaires, je vais vous donner l'exemple de Synergie Santé Environnement, que cet organisme, eux, ils offrent des formations gratuites en français, donc sur différentes thématiques. Donc, c'est comme des webinaires que les étudiants, les professionnels de la santé peuvent aller s'inscrire et regarder ces webinaires pour pouvoir s'informer plus sur le lien entre l'environnement et la thématique qu'ils ont choisie. Sinon, il y a tout le côté des campagnes, panels, conférences que vous pouvez organiser ou que vous pouvez assister. J'ai nommé un peu toutes les thématiques que Sophie en a parlé en début, mais il y a aussi l'impact des électroniques. On est maintenant en mode COVID, on utilise énormément nos ordinateurs, mais en utilisant les ordinateurs, il y a tout le côté, la database qui consomme énormément puis il y a un grand impact sur l'environnement. Sinon, il y a tout le côté de prendre vos idées et les créer, les mettre en place, mais qui soient sustainable. Donc, il y a le projet Green Healthcare qui est la version de CIFMS, donc au Canadien, puis il y a le projet Vers la santé de IFMS à Québec, déjà expliqué par Aline. Un point que je trouve que c'est assez important, c'est on est tous des étudiants en médecine, puis on a des associations étudiantes qui nous représentent, mais ce n'est pas toutes les associations qui ont un coordonnateur vert. Une personne qui a spécifiquement le rôle de s'assurer que tous les événements que vous faites en tant qu'association soient éco-responsables. Parce qu'on sait qu'on fait énormément d'événements, on fait énormément de campagnes, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit spécifiquement assuré que cette personne-là s'assure que tous les événements un peu répondent peut-être au guide éco-responsable et utilisent un certain guide qu'il crée. Comme ça ne tombe pas un peu entre deux chaises, qu'ils se disent « Ah, c'est moi qui vais m'occuper de cette partie », l'autre personne va dire « OK, mais moi, je vais essayer de compenser pour tout ce qui est le côté électricité, moi, je vais m'occuper du transport, puis essayer de faire une compensation carbone ». Parfois, en se divisant des tâches, ça peut tomber entre deux chaises si ce n'est pas une personne spécifique qui a ce rôle-là. Finalement, il y a le côté des stakeholders que j'ai déjà mentionné tantôt, donc c'est important de ne pas le faire ensemble puis de unir ses forces. J'en ai nommé quelques-unes, surtout ici au Canada. Il y a le côté des policy papers. Je vous ai donné un exemple de 3 policy documents, donc des prises de position. Il y a IFMSA Monde, donc un peu tout IFMSA qui est la International Federation of Medical Students Association. Donc, eux, ils ont une prise de position sur l'environnement, la santé et les changements climatiques qui, dedans, donnent un peu des demandes au gouvernement, demandes aux professionnels de la santé, diverses actions pour aider à contribuer à un changement et aussi à que les changements climatiques soient inclus dans les curriculums,
on fasse des activités sur ça, que nos professionnels de la santé soient formés. Et aussi à tout le côté des verdissements des hôpitaux. Il y a une prise de position d'IFMSA Québec sur ça et comment nous, en tant qu'étudiants en médecine, on peut contribuer au verdissement des hôpitaux. Et finalement, il y a aussi une version plus québécoise pour les changements climatiques. Et le dernier point, c'est l'inclusion du changement climatique dans le curriculum. C'est hyper important parce qu'en tant que professionnel de la santé, si on n'a pas la base dans l'éducation, si on n'est pas conscient de c'est quoi tout l'impact, on ne peut pas donner les ressources nécessaires puis aider nos patients qui nous viennent en raison d'un impact, que ça soit secondaire au changement climatique. Donc, il faut vraiment qu'on soit formé dès le début pour pouvoir ensuite aider nos patients. Sinon, il y a tout le côté qu'on fait des actions en dehors, mais ce qui est super important, c'est que nous aussi, dans notre quotidien, on soit éco. Parce que c'est comme une balance. Si on fait rien, on change rien de notre côté, dans notre quotidien, ben, on a beau continuer à essayer d'aider en dehors, mais on laisse la balance à zéro, puis on continue tout en parallèle. Donc, ça, si on rajoute notre quotidien à ça, ben là, on va aller vers le positif et avoir encore un plus grand impact. Donc, d'abord, c'est ça, on ne va pas le dire assez, c'est tout ce qui est viande, ça a un impact énorme sur l'environnement, surtout la viande rouge. Donc, allez vegan, végétarien si vous pouvez, une journée à la fois par semaine. C'est pas obligatoire. C'est sûr qu'on ne passe pas une diète d'un jour, on est vegan, puis l'autre jour, en fait, un jour, on mange de la viande intensément, puis après, on devient vegan pour toute la reste de la vie. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Puis à chaque jour, si on fait une petite action qu'on change dans notre quotidien, bien, ça a un impact. Donc, c'est ça. Sinon, il y a aussi le côté du lait, des laits végétaux que je vais un peu parler dans la prochaine slide. Il y a le côté des 3 R, donc recycle, reuse, j'ai oublié la troisième, attends, j'ai un blanc de mémoire. Recycle, reuse, reduce. Donc, c'est ça. Puis, on a beau avoir chez nous toute le bac de recyclage, le compost, puis la poubelle. Parfois, c'est extrêmement difficile quand on arrive avec tout ce qui est le suremballage et tout ça. Donc, il faut faire vraiment attention à tout ça. Sinon, il y a les épiceries en vrac. Il n'y a pas seulement de la nourriture dans les épiceries en vrac. Il y a tout le côté hygiénique, donc des shampoings. Il y a aussi des produits d'hygiène. Donc, il n'y a pas juste la nourriture dans ça, donc on peut aller fouiller, puis là, ça commence à devenir de plus en plus diversifié. On peut presque tout trouver là-bas. Sinon, il y a tout le côté de l'industrie textile. On n'a pas besoin, à chaque fois qu'un nouveau manteau arrive, se l'acheter pour être à la mode. On peut aller aussi dans les second-hand. Ça devient de plus en plus à la mode, surtout au Québec, puis un peu à travers le monde. Puis c'est sûr parce que l'industrie textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc, si on continue à acheter tout ce qui est nouveau, bien, on contribue à cette pollution-là, puis on contribue à la pollution de l'air et de l'eau, etc. Sinon, tantôt, je vous avais dit ce qui est électronique. Donc, j'ai juste mis un petit peu l'impact de nous, les emails. En tant qu'étudiant, on envoie énormément d'emails et surtout dans des associations, quand on envoie un courriel pour tous les participants, bien, en fait, quand on envoie tous ces courriels-là, si on prend l'Internet au complet, bien là, ça devient, si on le compare puis on le met en tant que pays, mais c'est le 13e pays qui consomme le plus d'énergie après la Chine et les États-Unis. Donc, c'est énormément d'impact sur l'environnement puis sur tout ce qui est énergie. Donc, on peut passer au prochain. Donc là, quand je vous parlais un peu des différents laits végétaux. Donc ça, c'est un grand merci à Aline parce que moi aussi, j'ai appris ça très récemment. J'ai fait un changement à cause de ça dans ma diète. Donc, quand on sait déjà un petit peu tout ce qui est le lait animal, c'est vraiment plus polluant que peu importe quel lait végétal vous prenez. Donc, c'est 3 fois plus d'émissions qu'un lait végétal. Sinon, je vais commencer par le soya que tout le monde un peu connaît. Je ne suis pas en ordre, mais donc, c'est sûr que c'est le meilleur de tout ce qui est côté protéines. Il contient beaucoup de... En fait, c'est très semblable à un lait animal, mais à tout le côté que ça peut encore avoir des pesticides. Là, il y a le lait d'amande que peu de gens savent, mais
énormément d'eau qui est consommée pour créer notre beurre de lait d'amande. C'est 7 à 8 fois plus d'eau qui est utilisée pour créer le lait que par rapport à le lait de soya ou le lait d'avoine. Donc, le lait d'avoine, c'est quelque chose de très nouveau que j'ai appris, que j'ai racheté à ma diète et c'est très bon. Donc, c'est local, c'est canadien. Donc, il n'y a pas le côté de tout ce qui est la déforestation pour produire le lait d'avoine. Puis en même temps, c'est local, donc il n'y a pas tout le transport qui se crée. Donc, c'est ça. Sinon, c'est quoi le winner? En bref, c'est sûr que ça dépend un peu. Comme vous pouvez voir les graphiques, c'est quoi les émissions de CO2, c'est quoi l'utilisation des terres et de l'eau. On peut voir que le lait de soya puis l'avoine est très proche entre les deux. Donc, un des deux, vous allez avoir un impact sur l'environnement, ça c'est sûr. Sinon, un peu pour finir, là, je voulais juste vous mettre un peu les... CAPE a récemment sorti un Healthy Recovery Plan. Donc, c'est 25 recommandations qui sont faites au gouvernement canadien. C'est sûr que c'est des recommandations pour comment faire une relance verte au gouvernement. Donc, c'est plus des infrastructures sur les hôpitaux, pour le transport et tout. Mais en tant que futurs professionnels de la santé, nous allons être dans ces hôpitaux, nous allons être dans les comités. Donc, on va avoir une voix pour ça. Donc, si jamais on demande de faire des changements dans le financement ou mettre l'argent pour l'hôpital, et c'est sûr qu'on peut aller essayer de mettre en place ces recommandations-là pour être éco-responsables dans nos hôpitaux parce que les hôpitaux produisent énormément de CO2, donc et ils ont un impact sur l'environnement en tant que tel. Là, j'ai mis un peu 2 points qui peuvent être intéressants pour les gens qui ressortent de ce rapport-là. Donc, c'est tout ce qui est carbon offset. Donc, tantôt, Aline, elle avait parlé de comment faire une compensation carbone. Mais c'est important que les hôpitaux et tout l'impact que nous avons, il y a une certaine compensation qui se fait parce que tout ce qui est le building sector, donc c'est le 3e plus large contributeur de pollution de carbone au Canada. Donc, c'est 13% des émissions qui sont en raison de nos hôpitaux, ce qui est comme je disais tantôt, c'est un impact énorme sur la pollution de l'air, etc. Si ça vous intéresse, vous faites tout le temps lire ça en français, ça en anglais. Les liens sont là, puis on va vous partager ce PowerPoint, bien sûr. Et le dernier point, tout ce qui est relance verte, c'est vraiment en lien avec le ministère des Finances. Donc, tout le monde peut écrire et soutenir un peu CAPE et dans leurs initiatives et mentionner que ça serait bien qu'un certain montant de financement à la relance verte post-COVID, mais ça soit une contribution qu'on va donner vers l'environnement. Donc, c'est ça. Donc, pour conclure, c'est ça qu'on voit que l'impact de l'environnement sur la santé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. En tant que futur professionnel de la santé, la priorité, c'est vraiment nos patients et traiter les causes de leur maladie. Donc, si l'environnement est une des causes des maladies, il faut aller s'attaquer à tout ce qui contribue au fait que les changements climatiques, la pollution de l'air, donc tous les impacts qu'il y a dans ce côté-là, dans ce secteur, il faut aller avoir une voix, il faut advoquer, il faut plaidoyer pour demander un changement parce que si on change tout notre impact que nous avons sur l'environnement, mais comme ça, c'est sûr que c'est quelque chose à long terme, mais là, on aide nos patients, nos futurs patients. Donc là, on vous a mis un peu plusieurs ressources. Donc, il y a 6 ressources pour vous informer, vous. Il y en a plusieurs que j'en ai déjà parlé. Donc, il y a des toolkits qui sont un petit peu plus longs, mais sont divisés en différents secteurs, dépendamment de ce qui vous intéresse à apprendre. Donc, on vous invite fortement à les lire pour vous informer sur les changements climatiques, sur l'environnement et l'impact sur la santé. Donc, on peut passer au prochain. Je vais vous fatiguer. À moins qu'il n'y en a pas. Ah, donc, sinon, c'est tout, c'est tout pour nous. On vous remercie énormément d'avoir assisté à notre petite conférence. Et s'il y a des questions, vous pouvez soit nous écrire. Nous allons aussi être présents pour répondre aux questions. On s'excuse qu'on ne peut pas être là en présentiel pour faire la présentation, mais on va être là pour répondre à vos questions. Puis, si jamais
on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Il y a nos courriels qui sont là. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci.